d'abonnés pour la caméra. Bon, c'est pas grave. Ok. Donc, on va aborder un petit cours sur la cinétique chimique. Comme prof d'ERA, il l'a mentionné, ici, il est question de ne pas trop rentrer dans les détails et de faire quelque chose d'assez court. Donc, on va rester sur le programme de Terminal Space. Par contre, il faudra faire attention parce que j'entends pas mal de bruit. Je sais pas si tu peux couper ton micro, prof d'ERA, pendant que tu n'interviens pas. Nickel. Vu que c'est un cours de terminale, on va rentrer dans les notions et les contenus du programme du BO, donc du bulletin officiel de terminale, donc ce qui est demandé pour les élèves. À savoir que nous, on ira un petit peu plus loin, mais c'est pour que les gens qui soient un petit peu plus à même de gérer ces connaissances-là ne soient pas complètement, mais vous dites n'importe quoi et tout ça. Non, on se place vraiment dans un point de vue d'un élève de terminale, en fait. Et le but du jeu, ça va être d'aller tout doucement vers le supérieur. Donc si on s'appuie sur le BO, les contenus qui sont écrits dans le BO, c'est les facteurs cinétiques, c'est-à-dire la température, la concentration des réactifs, les aspects énergétiques, donc la thermodynamique et le lien macroscopique et microscopique, l'interprétation microscopique de l'influence des facteurs cinétiques, la loi de vitesse d'ordre 1 et les vitesses volumiques de disparition et d'apparition d'un réactif et d'un produit. Donc là voilà, c'est ce que couvre le bulletin officiel de l'éducation nationale sur ce genre de choses. Alors, avant de parler de cinétique chimique, il faut tout d'abord parler de transformation chimique et des aspects énergétiques. Sur le graphe qui est présenté ici, vous voyez l'enthalpie en fonction de la progression de la réaction. Globalement, on n'a pas encore défini l'enthalpie en terminale. On va simplement dire que c'est l'énergie de la réaction. Par contre, ce qui est défini dans le programme de terminale, c'est que pour qu'une transformation chimique ait lieu, les entités chimiques doivent franchir une barrière énergétique, et c'est ce qui est affiché sur le graphique, c'est le fameux EA, donc l'énergie d'activation. Cette énergie d'activation doit être atteinte par la molécule pour pouvoir faire en sorte qu'une réaction ait lieu. Et donc cette hauteur de barrière énergétique, c'est noté, donc l'énergie d'activation, EA. Je sais pas si prof d'ERA veut faire un petit complément sur cette brève introduction, ou si je peux continuer. Alors, les considérations d'ordre thermodynamique telles que l'enthalpie, je suis ouvert aux questions, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que comme Johan l'a dit, elles ne sont pas au programme de terminale, donc on va éviter d'approfondir la chose en l'occurrence. Néanmoins, il a été précisé ici sur la diapo que selon le signe de delta H, donc de l'enthalpie, nous avons une réaction dans le sens direct ou dans le sens indirect, et je suis ouvert aux questions sur la chose pour ceux qui veulent éventuellement argumenter là-dessus. Voilà. Oui, et d'ailleurs, ça me permet de donner une précision, c'est que lorsque l'on va parler des facteurs cinétiques, dans les approximations qu'on fait au niveau de la terminale, on va se cantonner aux réactions qui sont directes et non pas les réactions d'équilibre. Donc on va pas traiter des équilibres chimiques, et notamment quand on fera un cours plus tard sur la catalyse, on ne traitera pas non plus, du moins en première instance, pour le programme de terminale, on ne traitera pas non plus des équilibres chimiques. Voilà, je sais pas si tu veux rebondir sur cette intervention ou si je peux continuer. Je t'en prie, vas-y. Ok, alors donc on définit deux types de transformations. On va définir une transformation qui va être rapide et une transformation qui va être lente. Pour ce qui est de la transformation lente, c'est une transformation chimique où on peut mesurer à l'aide d'un appareil de mesure l'évolution des quantités de matière au cours du temps. C'est-à-dire que lors d'une transformation rapide, en fait, on peut pas sortir tout l'attirail du chimiste, l'attirail de terminale en l'occurrence, et on va se cantonner aux réactions lentes. Donc là, dans ce contexte,
de terminale, on va parler des transformations lentes pour ce qui est de la cinétique chimique. Et je crois qu'il y a une question dans le chat. Donc, l'énergie d'activation dépend des paramètres physico-chimiques, température, pH, etc. Je sais pas si prof Deraille, tu veux répondre à cette question. Après, je pourrais reprendre. Alors, en réalité, l'énergie d'activation est une constante. Si tu considères une réaction chimique qui transforme un réactif A en un produit B, en réalité, l'énergie d'activation qui te permet d'obtenir cette dite transformation chimique est indépendante de toute de la température, du pH, etc. Le problème, c'est que je ne sais pas quel est ton niveau. Il me semble que tu as un master en en géologie. Factuellement, ça dépend du pH parce que le pH implique une éventuelle déstabilisation du nuage électronique initial et donc par conséquent, ça va modifier l'énergie d'activation, mais non pas modifier l'énergie d'activation en soi de la transformation A qui donne B, mais modifier l'énergie d'activation parce que tu vas peut-être modifier légèrement la molécule de départ A. Et donc forcément, en fait, c'est une autre énergie d'activation. Donc en réalité, l'énergie d'activation en tant que telle est indépendante de tout paramètre physico-chimique, mais en réalité, tu peux modifier les paramètres physico-chimiques pour réaliser une réaction chimique. Mais ça, on pourra en parler parce que c'est proche du sujet de la catalyse. Ouais, mais globalement, pour ce qui est de ce que nous on aborde là pour le moment, on va considérer que l'énergie d'activation pour une réaction est constante et on va pas s'embêter avec le pH du milieu, etc., qui pourrait avoir des effets catalytiques. Et donc on va avancer un petit peu dans ce sens-là. Donc voilà, on peut peut-être passer à la suite. Alors la température. Donc là, c'est vraiment un point qui est crucial pour moi. C'est-à-dire que très souvent, dans les programmes de terminale, on va traiter de la température et il est exigible au bac de dire que la cinétique chimique va dépendre de la température. Le problème, c'est que bien souvent, on oublie de préciser le sens physique. On admet que ça dépend de la température, point. Donc on verra plus tard quand on traitera des formules. Mais moi je trouve que c'est un élément qui est indispensable à comprendre pour pouvoir parler de cinétique chimique parce que c'est qu'est-ce qui se passe physiquement dans notre monde réel. Donc, pour ce qui est de la température, un bref rappel. Donc, la température, ça s'exprime en Kelvin et pas en degrés Celsius. C'est les grandeurs physiques avec l'unité du système international. Et donc, on peut la mesurer macroscopiquement. Macroscopiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire on prend un thermomètre, et puis lui, il va vous donner la température. Par exemple, en ce moment, il fait très chaud, il fait encore 36 degrés dans ma chambre, donc c'est compliqué, mais bon, on fait avec. Et en fait, cette température, elle rend compte de quoi? Elle rend compte de l'agitation des constituants de la matière, c'est-à-dire que les molécules qui constituent la matière vont se déplacer, vont posséder une énergie cinétique, aussi une énergie rotationnelle et vibrationnelle, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les molécules bougent, notamment dans un gaz, c'est relativement facile à se représenter. Les molécules qui constituent le gaz vont se déplacer de plus en plus rapidement en fonction de la température. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter pour le moment. Non, en ce qui me concerne, j'ai trouvé que tes explications étaient claires et surtout ne faites jamais l'amalgame entre la température et la chaleur, s'il vous plaît. C'est tout ce que je demande. Oui, quand on parle de chaleur, on parle de transfert d'énergie thermique, alors que quand on parle de température, on parle de la température, donc de l'état d'agitation des molécules dans un système physique. Donc, statistiquement, et d'après la loi d'agitation thermique, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on est encore dans le programme de terminale, l'énergie d'une molécule va varier.
Pour qu'elle varie, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que statistiquement, en fait, toutes les molécules, elles vont pas avoir la même vitesse en fonction de la température. Il va y avoir une distribution qui va être sous forme d'une gaussienne. Alors, je sais pas s'il faut rentrer exactement dans les détails, mais globalement, les molécules vont avoir une vitesse qui va être fonction de la température, mais il va y avoir des écarts. Notamment, je pense qu'en terminale, on a vu la notion d'écart type en mathématiques, et je pense que la gaussienne aussi, quand on fait les probabilités, il me semble. Ok, alors juste pour vous dire, ce qu'on entend par là, c'est que à une température donnée, si vous prenez une boîte qui contient l'intégralité de vos molécules, l'intégralité des molécules ne va pas varier à exactement la même vitesse, mais elles vont toutes converger vers une énergie cinétique d'une vitesse similaire. D'où la distribution statistique dont Johan parle. Je ne sais pas si c'est clair, moi j'ai trouvé ça clair. Ok, donc ce qui se passe, c'est que lorsque la molécule, elle accumule assez d'énergie, donc c'est-à-dire qu'elle a une vitesse suffisante pour avoir une énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, c'est un demi de mv carré, hein, donc c'est la masse de la molécule et puis sa vitesse relative par rapport à l'autre molécule qu'elle va rencontrer. Eh bien, si cette énergie cinétique dépasse l'énergie d'activation de la réaction chimique, eh bien, dès lors, la réaction chimique a lieu. Alors, sous réserve qu'il y ait une orientation particulière de la molécule et d'autres considérations physiques, mais pour le coup, on va pas rentrer dans les détails et on va essayer de retrouver une loi d'évolution relativement simple et qui va pouvoir faire le lien avec le programme de terminale pour ce qui est des excitations atomiques lorsque vous faites de la physique nucléaire. Donc, lorsque la molécule elle accumule assez d'énergie dans une de ces liaisons pour franchir la barrière énergétique, la liaison se rompt et la réaction a lieu. Et on va définir un taux de T, qui est le temps moyen nécessaire à une molécule isolée pour accumuler cette énergie et se transformer. Donc le taux, c'est le temps moyen et le T, c'est la température. Et on va retrouver une probabilité, c'est que la probabilité qu'une molécule se transforme par unité de temps est constante et elle vaut 1 sur taux de T. Et donc pour un échantillon donné, on retrouve bien que le nombre Na de molécules A se transformant, on va avoir une loi qui va être en moins D2Na sur DT, ça va être 1 sur taux, facteur de Na, et en divisant par le volume de la solution, parce que on est en chimie, donc on veut ressortir les concentrations, on va avoir la vitesse qui va être égale à moins la variation de la concentration en fonction du temps. Donc ça va être 1 sur taux facteur de la concentration, et donc ça va être égal à Kt, donc une constante qui dépend du temps, facteur de la concentration en molécule A. Et je pense qu'il va falloir peut-être intervenir. Je vais avancer, c'est parce qu'en fait, on n'avait pas répété le live, et donc, en gros, pour ceux qui suivent et qui connaissent la notion de dérivée, l'idée c'est que si vous avez une certaine probabilité que qu'une molécule se transforme entre A et devienne B. Okay, l'idée c'est que vous voyez bien que si vous convertissez chaque molécule de A en B, si vous calculez la variation infinitésimale pendant un temps infinitésimal de la concentration en A, chaque molécule de A se transforme en B. Vous avez donc la même variation en termes de perte en A qu'en apparition de B. Et les variations infinitésimales, en termes de physique, on appelle ça des dérivées. Et c'est ce que Johan a expliqué. Mais vous inquiétez pas, pour l'instant, on est en train de mettre les pieds dans le plat et on aura les vraies équations qui arrivent juste après. L'idée, c'est que là, c'est une approche non conventionnelle par le taux qui n'est pas enseigné au lycée. Johan, je t'en prie. C'est-à-dire que normalement, en fait, au lycée, on vous balance juste l'équation comme ça et on vous explique pas. En fait, l'explication, elle est très simple, même si ça peut paraître un petit peu compliqué par les mots qu'on a utilisés
étant donné qu'on essaye d'être le plus précis possible et le plus factuel possible. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une molécule A qui va rencontrer une molécule B, ou une molécule A qui rencontre une molécule A, hein, c'est pas grave, hein, on peut faire ça aussi. En fonction de sa vitesse, si sa vitesse est suffisante pour qu'elle ait une énergie cinétique qui soit plus élevée que l'énergie d'activation, eh bien, on peut considérer que la réaction a lieu. Et on va détailler plus tard. Alors, avant de faire la suite, même si le facteur en température était très important, on va parler de la concentration. Alors, avec l'équation qu'on a montrée juste avant, si tu peux la remontrer, prof Déraille, ouais, on voit que la vitesse V est proportionnelle directement à la concentration A. Et donc, la diapo d'après nous montre que doubler la concentration double la vitesse de réaction. Je vais faire une brève aparté sur la notion de catalyse parce que Rémi l'a vaguement abordé, notamment quand il a parlé du pH. Donc on n'abordera pas la catalyse là. Néanmoins, la catalyse a cet avantage de diminuer l'énergie d'activation. Ça me fait très mal de dire ça comme ça, mais soit. Et donc, typiquement, Rémi, par exemple, lorsque tu as parlé du pH, il y a effectivement de la catalyse acide, par exemple, qui peut te permettre de générer des réactions chimiques en abaissant l'énergie d'activation de cette dernière. Un vrai chimiste me taperait dessus pour avoir dit ça, et j'avoue que ça me fait un peu mal, mais soit. Globalement, tu fais un chemin réactionnel qui va être différent. Mais ça, on va l'expliquer lorsqu'on fera le live sur la catalyse. C'est ça. Donc on va poursuivre, on va éviter de rentrer dans la catalyse. Donc maintenant, pour ce qui est des vitesses d'apparition, donc elles sont au programme, donc vitesse d'apparition et vitesse de disparition des réactifs et des produits. Donc soit R entre crochets, la concentration en réactif, et P entre crochets, la concentration en produit. Vous allez avoir la vitesse instantanée qui est la pente en fait, le coefficient directeur de la tangente. Donc ça va être V de P de T qui va être égal à la variation de la concentration en produit en fonction du temps. Donc ça c'est la notation différentielle qui est juste écrite en dessous. Je pense pas qu'on puisse rentrer dans les détails parce que nous ce qui nous importe c'est surtout la loi de vitesse. C'est vrai que ces formules sont au programme de terminale, mais globalement elles n'apportent pas vraiment à la compréhension, je trouve. Oui, en gros, pour bien résumer, l'idée c'est que si vous tracez le profil d'une cinétique chimique, là on vous demande juste de calculer et de tracer les tangentes en fait. Moi j'ai jamais compris vraiment l'intérêt de ce genre de choses, éventuellement passer par le taux d'accroissement ou la vitesse instantanée, mais je trouve que ça sert pas à grand chose, en particulier de nos jours lorsqu'on simule plus qu'on trace les vitesses sur papier, quoi. Je pense que c'est plutôt pour faire un lien avec le programme de maths. Et donc, c'est vrai que dans un live TikTok, ça n'a pas forcément sa place. Mais dans l'optique où on souhaitait suivre le BO de l'éducation nationale pour faire cette petite vidéo, il fallait forcément en parler. Voilà, ici on vous présente la loi de vitesse de disparition. Donc c'est la même chose. Il y a un petit signe moins qui apparaît parce que forcément la variation de la concentration en réactif va diminuer au cours de la réaction, ce qui est tout à fait logique. Alors, j'avoue que là, j'aurais peut-être dû mettre quelques détails supplémentaires. Là, cette vitesse de disparition correspond à une réaction du type R qui se transforme en P, donc R pour le réactif, P pour le produit, et c'est une réaction dans le sens direct pur et qui consomme intégralement le réactif en le produit. On est toujours dans cette approximation-là quand on fait le programme de terminale. On ne traite pas des équilibres chimiques lorsqu'on traite des cinétiques de réaction. Alors là, on arrive dans le dur du programme de terminale, mais cette fois-ci, on arrive, je dirais, avec des outils qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe. Donc pour ce qui est de la réaction d'ordre 1,
Donc on va considérer la réaction suivante, tout simplement un produit A qui donne un réactif B. Et donc, vu qu'on a montré que la vitesse était directement proportionnelle à la concentration en A, on a VA qui est égal à K, facteur de la concentration en A. Alors, pour faire un bref retour sur ce qu'on a dit précédemment, K, il va dépendre de la température. Donc, plus il va y avoir une température qui va être élevée, et plus la cinétique de la réaction sera importante. Pourquoi ? Parce que l'agitation thermique des molécules sera plus importante, et donc l'énergie cinétique des molécules sera plus importante. Je sais pas si tu veux redire quelque chose sur ce diapo, ou on peut continuer ? Moi, je vais dire que je vais continuer. Juste sur le diapo précédent, on pourrait éventuellement mettre un signe négatif devant le K. Néanmoins, c'est pas nécessaire si vous considérez que c'est une constante. Voilà, c'est tout. Oui, parce que dans tous les cas, si c'est une constante, on l'intègre dedans. Globalement, il est possible de faire des expériences de pensée, notamment sur les sections efficaces. On va en parler quand on fera notre live sur la spectroscopie, où on va parler de sections efficaces et tout ça, et où on va essayer de dresser un portrait du cas. Mais globalement, c'est juste que ça dépend de la température, c'est une constante, et on ne rentre pas dans les détails ici. Attends, parce que je viens de me rendre compte qu'en fait, on n'a pas mis l'équation différentielle. Oui, c'est gênant. Un petit problème. C'est gênant. C'est un petit problème. Je peux peut-être la redonner rapidement à l'oral. Ouais, tu peux, parce que là, c'est les solutions de l'équation différentielle, donc pas fou, quoi. Oui. Donc, en fait, l'équation différentielle, c'est quoi ? Alors, bon, désolé, il n'y a pas de support écrit, mais c'est juste de dire que la variation de la concentration de A en fonction du temps, si on l'additionne à K, concentration de A en fonction du temps, c'est égal à 0, et donc c'est ça l'équation différentielle. Vous pouvez vérifier que cette équation différentielle, la solution, elle est donnée par une fonction exponentielle, en fait. C'est assez facile à vérifier. Généralement, en terminale, on ne demande pas de résoudre les équations différentielles. Par contre, on peut demander de vérifier que la fonction est bien solution de l'équation, ce qui est le cas ici. Et donc, on a forcément la concentration en fonction du temps. Là, c'est pareil, c'est pas affiché, hein, on a juste concentration de A qui est égale à la concentration de A0. C'est dégueulasse. Bon, c'est pas fou, mais bon... ça arrive, hein. Donc la concentration de A en fonction du temps, qui va être égale à la concentration initiale en A, multipliée par exponentielle de moins kT. Alors ici, ce facteur exponentiel de moins kT et cette forme globale, en fait, c'est la loi d'Arrhenius, hein, qu'on va retrouver plutôt dans le supérieur. Et on voit que vu que l'exponentielle dépend du K, en fait, il y a aussi une dépendance en température dans l'exponentielle. Alors, globalement, c'est pas facile de déterminer un K à partir d'une fonction qui va être exponentielle. On le voit rapidement sur le graphique. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va linéariser l'exponentielle. Et donc, on va avoir une pente. Pourquoi ? Parce qu'en linéarisant l'exponentielle, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on passe au log. Log et exponentielle sont des fonctions qui sont des fonctions, lorsqu'on les compose, donnent la fonction identité. Et donc, on va avoir une droite et le coefficient de la droite, donc la pente de cette droite, hein, sous forme AX plus B, ce sera le A. Et ben le A, ça sera le fameux K. Donc en l'occurrence, la moins K. Voilà, je sais pas si tu veux intervenir là-dessus.
Pas nécessairement. Donc en fait, lorsque vous faites des TP de cinétique chimique, il faut savoir que souvent vous calculez directement le logarithme népérien de la concentration, de sorte à pouvoir tracer directement la droite. C'est beaucoup plus simple à traiter. C'est globalement des manips très simples qui peuvent aboutir à des conclusions extrêmement intéressantes sur la cinétique de la réaction étudiée. Et donc l'avantage de connaître la cinétique de la réaction, c'est qu'en définitive, vous pouvez aussi adapter pour l'industrie des petites réactions. L'idée, c'est qu'en fait, lorsque certaines personnes font... l'intérêt de la cinétique chimique, en fait, c'est lorsque vous faites des manips type laboratoire, c'est bien joli de comprendre la cinétique de ta réaction, mais quid des applications? En l'occurrence, les applications, ce serait surtout lorsque vous voulez séduire un industriel. Si jamais vous avez une réaction qui dure une journée et l'autre qui dure 3 semaines, je pense que l'industriel, vous allez le faire chier avec votre réaction de 3 semaines. L'intérêt, en fait, c'est en montrant la cinétique de toutes les réactions chimiques que vous étudiez, vous arrivez donc à montrer l'intérêt de votre réaction d'un point de vue échelle temporelle. Et c'est tout l'intérêt de faire ce genre de pratique. De façon générale, je conseille à tous les étudiants de terminale d'apprendre bien ce qui concerne la cinétique chimique parce que ça vous aide sur la cinétique de la désintégration nucléaire parce que ce sont exactement les mêmes équations. Les mêmes équations tant sur les dérivés que sur les équations différentielles que sur les intégrales qu'on vous demande. Et c'est extrêmement simple en réalité. Je suis ouvert à toute question sur ce genre de choses. Dernièrement, on s'est contenté de parler de la cinétique d'ordre 1. C'est celle qu'on essaie d'approximer le plus en chimie parce que c'est simple, ce que factuellement la cinétique d'ordre 1 n'existe pas d'un point de vue expérimental. Voilà. Alors, deux choses. Alors, premièrement, une petite anecdote, c'est que très souvent en TP et notamment en physique, je parle en physique parce que j'ai une formation plutôt de physicien, on va vous demander à la fac de tracer des graphes en fonction de ln de quelque chose. Et très souvent, c'est juste une question, voilà, tracer le graphe en fonction de ln de quelque chose et conclure. Et ben en fait maintenant, vous pourrez savoir pourquoi on passe au ln. C'est parce que généralement la fonction qu'on va étudier, ça va être du log, et donc on va pouvoir retrouver la pente de la droite. Et donc ça c'est un outil mathématique qui est indispensable à la physique. Et pour ce que le prof Derail a dit en tout dernier, effectivement les lois de cinétique d'ordre 1, c'est pas ce qu'on retrouve plus souvent. Néanmoins, expérimentalement, et je pense que tu pourras confirmer, il est facile de faire ce qu'on appelle une dégénérescence de l'ordre, mais ça, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais pour retrouver une loi d'ordre 1. Je vais donc accueillir Rémi en premier et après je répondrai à la question de Vanadium 23 parce que c'est une question piège. Vas-y Rémi. Oui, bonjour prof Terrail et bonjour Yohan. Moi j'écoute attentivement, j'étais pas le meilleur en physique chimie. Bon, j'ai fait de l'hydrogéologie et j'ai eu un master. Mais c'est vrai que ça m'intéresse du coup. Si je peux améliorer mes connaissances sur le domaine, je vous écoute attentivement. Et moi je voulais rebondir, c'est parce que quand j'ai étudié par exemple les phénomènes un peu climatiques dans le cycle de l'eau, euh, je, je voulais savoir aussi s'il y a une relation avec les isotopes parce que par exemple dans les pluies, on voit très bien que les pluies, on va dire les nuages, le gaz qui est un peu plus chargé, euh, les molécules d'eau qui sont un peu plus chargées avec l'oxygène 18 par exemple tombe en premier. Est-ce que il y a une relation ou pas? Je pense que oui, mais Alors, c'est un peu loin. Mais c'est pour ça que je demande. pour ce qui est de la partie physique, hein, en tout cas, pourquoi l'eau chargée en hydrogène 18 va tomber plus rapidement? Bah, c'est parce qu'elle est tout simplement plus lourde. Donc ça, c'est la gravité, c'est assez facile à expliquer. Par contre, pour ce qui est des réactions chimiques avec les isotopologues, globalement, je sais qu'en chimie, on a un peu tendance à négliger le noyau, mais prof Derail pourra répondre plus en détail à cette question, je pense. M'en bats les couilles des noyaux, frère.
Voilà. Ok, ça va. Ben, je vous écoute moi attentivement. Ça m'intéresse. Si je peux être, si en chimie des solutions, vous arrivez à me faire progresser, c'était pas beaucoup. J'avais pas de facilité là-dedans, donc je vous écoute moi. Tiens, juste pour répondre à ta question de tout à l'heure, en réalité, l'énergie d'activation telle que ce dont on parlait avant, quand une molécule, tu transformes A en B, son énergie d'activation, en fait, elle bougera jamais. Elle est ce qu'elle est. Le problème, c'est justement lorsque tu introduis des paramètres supplémentaires, notamment le solvant, et le solvant implique une notion de pH, etc. Mais on va juste considérer le solvant. L'idée, c'est que toute réactivité chimique est uniquement dépendante de la densité électronique de la molécule considérée. Et de façon assez évidente, lorsque tu vas ajouter un solvant, par exemple, le solvant va modifier la densité énergétique, la densité électronique, pardon, de ta molécule. Parce qu'en fait, le solvant se mettant autour, les électrons, ils vont bouger, ils vont avoir une accommodation, en fait. Et c'est ce qui explique la raison pour laquelle, quand bien même l'énergie d'activation d'une réaction chimique donnée ne bouge pas, en réalité, lorsque tu vas introduire un solvant, bah, y a des réactions chimiques qui ne fonctionnent pas dans certains solvants et elles fonctionnent dans d'autres. Outre les effets, sans considérer les effets de dissolution. Hein. Mais juste pour te dire, en réalité, d'un point de vue purement théorique, l'énergie d'activation dans le vide de A qui devient B ne changera jamais. L'énergie d'activation, toujours de exactement la même réaction de A qui devient B dans le toluène, par exemple, bah, elle va nécessairement être un peu différente de par l'action du toluène. Oui, donc en fait le solvant va neutraliser ou favoriser une réaction. Nécessairement, et le solvant joue un rôle prépondérant dans la cinétique. Eh ben, Ok, ok. après, ça, c'est les caches de solvatation, c'est l'enthalpie de réaction et tout ça. Donc, globalement, ça devient assez compliqué en réalité, hein. Ouais, c'est des phénomènes de recherche. En réalité, lorsque tu fais de la recherche, notamment en chimie organique par exemple, l'une des premières choses que tu vas modifier pour apprécier à la fois la cinétique et aussi le rendement de ta réaction, c'est le solvant. Tu vas tester différentes gammes de solvants. Tu vas tester par exemple, je sais pas, j'allais dire l'éthanol, mais pas souvent. Tu vas tester l'acétate d'éthyle. Ensuite, tu vas tester le toluène, le dichlorométhane, etc. Et tu vas comparer à la fois la cinétique et le rendement obtenu. Ok, je pense qu'on peut peut-être répondre à la question de Vanadium. Alors, peut-être pour répondre à la question de Vanadium, si tu peux faire un petit topo très rapide sur les substitutions nucléophiles. Attends, je vais l'inviter parce que lui, c'est un chimiste. Ah, je peux pas l'inviter. D'accord. Je sais pas pourquoi je peux pas l'inviter. Si tu veux faire une demande Vanadium, n'hésite pas. Donc en gros, les réactions de substitution nucléophile, donc c'est vraiment pas quelque chose enfin c'est quelque chose de simple, mais c'est du supérieur. C'est deuxième année de chimie. L'idée c'est en gros que vous avez. Bref, en fait, je peux pas juste te dire ça à l'oral si j'ai pas de support. Vous avez une chaîne aliphatique avec un halogène sur la chaîne et vous allez apporter un nucléophile pour le TEJ et le remplacer par le nucléophile. Mais tu vois, c'est extrêmement compliqué. Je peux pas dire ça sans support. Pour répondre à ta question vanadium, les réactions de substitution nucléophile d'ordre 1, effectivement, donc c'est ce qu'on appelle les SN2. Ça se fait en une seule étape. Et donc c'est contre-intuitif parce que la substitution nucléophile 2 a un ordre 1 d'un point de vue cinétique et ne dépend que du nucléophile, je crois. Oui, c'est ça. Alors que la substitution nucléophile d'ordre 1, elle, la substitution nucléophile 1, elle, est d'ordre 2. C'est vraiment très peu intuitif, c'est chiant, mais il me faudrait un support pour bien vous montrer ça. Tu as parlé de la stéréosélectivité dans les réactions de substitution nucléophile. Alors, c'est pas forcément vrai ce que tu dis, parce que si tu as un alkane avec une configuration de type R, donc un carbone asymétrique de configuration type R, lorsque tu vas faire une SN2, le produit résultant aura une inversion de Walden et va donner un S. Donc en fait, la stérosélectivité, elle est utilisée pour le contrôle des carbones asymétriques. Bon, voilà, je pense que tu peux peut-être couper l'enregistrement du live. Alors, je